bienvenue au débat économique. Le débat économique d'aujourd'hui accueille M. Kamel Khafesh, expert consultant en développement économique et social, en diagnostic stratégique global pour la mise en niveau des entreprises. Il est aussi conseiller en compétitivité des entreprises, professeur associé à l'université et au sein de plusieurs instituts supérieurs. Bonjour, M. Khafesh. Bonjour madame, bonjour nos chers auditeurs. C'est avec plaisir que j'ai répondu à votre invitation, espérant que ça va être bénéfique pour vous et surtout pour les auditeurs qui vont bénéficier du débat que nous allons passer pendant ces moments. Eh bien, merci beaucoup. Voilà, le Premier ministre Abdelaziz Rad l'a affirmé lors de la dernière rencontre avec les partenaires sociaux et les chefs d'entreprise que l'Algérie connaît une crise économique sans précédent, due d'abord au gouvernement précédent, aussi à la chute des prix du pétrole et la crise sanitaire qui persiste jusqu'à ce jour. D'après vous, il a promis aussi un engagement solide après la crise sanitaire pour un réel redressement de l'économie nationale. D'après vous, M. Khafesh, pourquoi l'économie nationale n'arrive pas à décoller jusqu'à ce jour, en dépit des discours politiques très pompeux de différents gouvernements successifs? Peut-on avoir un petit rappel sur notre économie depuis le passé, c'est-à-dire en parlant un petit peu sur la situation en général de l'époque, le taux de croissance, le taux d'inflation, la balance commerciale à l'époque? Très bien. Je vous remercie pour cette question. Pour parler de l'économie ou de l'entreprise en général, il est intéressant de faire une rétrospective dans le passé. À l'indépendance, le gouvernement de l'époque a essayé de mettre en place une stratégie pour la reconstruction de l'Algérie après post-indépendance. Il y avait des politiques, il y avait des plans qui ont été mis en place à l'époque. Le premier plan c'était comment construire donc reconstruire cette économie, comment reprendre les entreprises. Il y avait à l'époque la décision de nationaliser les entreprises coloniales et quelques entreprises, même des entreprises détenues par les nationaux. Le peu d'entreprises qu'il y avait à l'époque ont été nationalisées, notamment les grosses entreprises. Vers la des années 60, 65, 66, 67, donc il y avait le plan d'industrialisation de l'Algérie, notamment au début des années 70, où il y a la construction de complexes gigantesques, comme le complexe de Sidi El Hadjar, comme le complexe de montage de véhicules Sonacom, comme des complexes pour l'électroménager, pour les téléviseurs, des complexes pour les textiles, des complexes pour les matériaux de construction, pour les cimenteries, etc. Et ces entreprises-là étaient créées, donc ce qui a été nationalisé, donc c'est l'État, ils sont revenus comme propriété de l'État, et l'État a continué à investir, à créer des entreprises. Il y avait peu d'entreprises privées, il y a quelques petites entreprises, notamment, sauf même le secteur commercial, le secteur de la distribution. L'État a continué à investir dans le commerce de gros, le commerce de détail. Pour les produits alimentaires, à l'époque, il y avait Office national des produits alimentaires. Et cet office, il a fonctionné jusqu'aux années 80. Ensuite, il a subi une restructuration, comme les autres entreprises, comme les autres complexes que je viens de citer. Ça a fonctionné donc il y avait à l'époque l'idée d'industrie industrialisante veut dire quoi? À l'époque, c'était
La vision, c'est par exemple comment développer le secteur agricole. Le secteur agricole, donc il faut des tracteurs, donc il y a un complexe de tracteurs. Il faut produire de la tomate. Cette tomate, il faut la transformer, donc il y a des conserveries. Pour les conserveries, ils ont besoin d'emballage, donc il y avait des entreprises de production d'emballage. Donc c'était l'industrie intégrée. Donc c'est des filières. Donc on a voulu développer des filières avec des grands complexes, des grandes entreprises. Ça a fonctionné jusqu'aux années 80 et on s'est rendu compte à l'époque qu'il y avait, on ne va pas dire mauvaise gestion, mais il y avait difficulté à maîtriser la gestion de ces complexes. Donc d'où l'idée de revoir l'organisation de ces grands complexes, ce qu'on appelait à l'époque la restructuration organique des entreprises. Ça veut dire qu'on devait séparer la sphère de la production de la sphère de la commercialisation. Et dans chaque sphère, donc, il y avait d'autres restructurations. Si on prend la sphère production, comme je disais tout à l'heure, par secteur, au niveau de la sidérurgie, par exemple, il y avait le Hadja qui utilise la matière première des mines de l'Ounza, etc., Fairforce, pour utiliser donc cette matière première et produire de l'acier, de la tôle qui est utilisée dans... Si je prends par exemple, on parlait de l'électroménager, la tôle utilisée devait être celle qui est produite par le complexe Hadja. Les aciers pour les bétons aussi, parce qu'il faut construire dans le secteur du bâtiment, dans le domaine des travaux publics. Les aciers, donc ce sont des aciers qui devaient sortir du complexe Hadja. Nous avons besoin de canalisation hydraulique, de canalisation d'hydrocarbures. Donc il y a tout ce qui est canalisation qui sortait d'une entreprise qui est issue de la structuration de la SNS, qui était la première société, qui a donné naissance d'abord à des entreprises. Après, on revient à la filialisation. Ces grandes entreprises, si je prends par exemple pour la tuyauterie, nous avons les canalisations. Il y avait une création d'entreprise qui s'appelait à l'époque Anabib. Anabib, c'est une entreprise qui produit. Anabib, qui était une grande entreprise, qui quelques années plus tard, donc après la structuration, il y avait une autre étape de réorganisation des entreprises. C'était la filialisation des années 2000. C'est fin des années 80 et début des années 2000. Donc il y avait une autre restructuration d'entreprises. Les grandes entreprises, il y avait la grande entreprise SNS qui a donné naissance parmi à Anabib. Anabib elle-même, elle a vu une autre restructuration, celle qui s'occupe des gros tubes, les petits tubes, celle qui va s'occuper des pivots par exemple. Donc c'est un exemple d'entreprise. Si on prend d'autres secteurs, ça c'est le secteur de la sidérurgie, le secteur de ce qu'on appelait à l'époque l'industrie légère, par exemple pour les textiles et les cuirs, nous avons des entreprises publiques. Par exemple, Sonipec de l'époque, et nous avons Sonitex qui fait les textiles. Pardon, à l'époque aussi, il y avait Elatex, il y avait ces entreprises, mais ces entreprises étaient en bon état. C'est-à-dire, ils font là une bonne production. Oui, bien sûr. Il y avait même des exportations. Et pourquoi ces entreprises C'était la mauvaise gestion. ont subi la restructuration. C'était plus un problème de management de l'époque. C'était un problème d'organisation. Il y avait des entreprises qui étaient budgétivores, donc qui consommaient des budgets sans produits, quoique à l'époque déjà, ces entreprises, certaines entreprises, ont pu produire des produits de qualité. Ces produits, donc, ils ont pu satisfaire le marché national. Il y avait même certaines entreprises qui ont fait de l'exportation. À l'époque, Sonitex avait exporté des survêtements, avait exporté des costumes, avait exporté des chemises, etc. Le cuir. La même chose, le cuir, la transformation du cuir. Il y avait la chaussure de Sonipec de l'époque qui était très prisée, très demandée sur le marché. Mais d'année en année,
on a vu ces entreprises étaient... bon, il y avait la vétusté du matériel, il y avait la maintenance qui n'a pas été... parce qu'il faut équiper. Il faut aussi, il y a ce qu'on appelle une modernisation, parce que c'était des complexes construits en les années 70, les années 80, 90. Après 20 ans, ces complexes devaient être rénovés, devaient être modernisés, et pourquoi pas mis à niveau pour qu'ils se mettent à niveau des marchés internationaux ou aussi de la demande nationale. Pardon, M. Khafachana, c'est-à-dire la mise à niveau, ça demande un rendement de l'entreprise. Est-ce le problème qui se pose? Est-ce que ce n'est pas la mainmise de l'État dans la gestion de ces entreprises qu'a fait... Oui, il y a ça, il y a la bureaucratie, donc les entreprises publiques étaient plus gérées de façon administrative que de façon économique. Voilà. Donc tout ça, c'était des erreurs. Donc il y avait pas mal de contraintes. Il y a la contrainte de gestion, il y a les contraintes de recrutement, il y a les contraintes de choix des compétences, etc. Si on peut résumer ça, c'était un problème de management. Vous savez qu'à l'époque, on ne pouvait pas gérer, on n'avait pas les moyens de gérer ces entreprises. Et ces entreprises avaient les budgets de ces entreprises, il est très important, et parallèlement, nous avons des dépenses qui étaient exorbitantes. En matière de gestion des stocks, il y avait ce qu'on appelle des stocks morts, il y avait des entreprises qui produisaient des produits et qui ne sont pas adaptés au marché, que ce soit même au marché, les entreprises qui avaient l'habitude d'exporter, certains produits ne pouvaient pas être exportés à nouveau parce qu'ils ne répondaient pas aux besoins aux attentes des consommateurs ou bien des utilisateurs à l'étranger. La même chose qui s'est produite chez nous, que pour servir le marché national, ces entreprises jusqu'aux années 80, fin des années 80, c'était le monopole de l'État. L'État avait le monopole sur la production, avait le monopole sur la distribution, et c'est ce monopole-là qui fait quoi? À l'époque, le consommateur algérien, il n'avait pas le choix, comme on disait l'expression Chabi, donc vous avez ça. Mais en 89, il y avait une autre vision, c'était les entreprises publiques qui étaient restructurées. L'État ne pouvait plus prendre en charge leurs charges financières. On leur dit que vous avez l'autonomie financière. Ce n'est plus l'État qui va vous financer. Vous allez vous autofinancer tout ça. Bon, au départ, donc il y avait un capital de démarrage pour ces entreprises, mais après, d'année en année, ces entreprises devaient être prises en charge comme une entreprise privée. Donc l'État ne va pas intervenir pour à chaque fois alimenter les comptes bancaires de ces entreprises, pour acheter de la matière première, pour payer des salaires, etc. À l'époque, et les banques aussi, on revient aux banques, les banques, depuis la structuration, même les banques étaient restructurées. Donc c'est comme les autres secteurs industriels et commerciaux. Et les banques, ce sont des entreprises. Elles sont des entreprises commerciales. Et les entreprises qui étaient clientes chez elles, s'ils n'ont pas suffisamment d'argent au niveau de leur compte, les banques refusaient de payer les salaires, refusaient de payer donc il y avait des entreprises en difficulté. La preuve, les années 90, avec la dette du FMI, le FMI avait exigé aux autorités le crédit, il était mis en place, mais sous condition que les entreprises publiques doivent fonctionner comme les entreprises privées. Une, c'est de réduire les effectifs de ces entreprises, et de deux, c'est d'ouvrir le capital à ces entreprises publiques, au capital privé national ou bien au capital privé étranger. Et comme on n'avait pas le choix à l'époque, donc nous avons opté, et ces entreprises à qui on avait dit vous êtes autonome depuis la loi sur l'autonomie des entreprises de 89, il y a des entreprises qui continuent à vivre jusqu'à maintenant, il y a certaines entreprises, elles ont été dissoutes. Justement, M. Khafachana, sur ce point, il y a des entreprises où l'État a injecté beaucoup d'argent, à chaque fois, même si elle a des difficultés depuis des années.
il y a des entreprises, en quelque sorte, ont été bradées. C'est-à-dire il y avait le bradage des Oui, entreprises. oui. Pourquoi cette... enfin, Oui, effectivement, double c'était une erreur de l'époque. C'est vrai mesure? il y avait des entreprises qui avaient un capital compétence, il y avait un capital matériel. Bon, il y avait un problème d'argent, certes, mais on a ouvert il y a certaines entreprises à qui on a ouvert le capital. Oui. Donc, c'est la participation du privé. La participation du privé, elle est généralement majoritaire. Il y a même, on peut citer des exemples d'entreprises où il y a des privés, notamment ce sont des privés étrangers. Étrangers, tels que Asmidal, Par exemple, vous avez le NGI, par exemple, pour les gaz industriels. Donc, ce pas pour le privé algérien. C'était pour beaucoup plus les étrangers. Il y a certains privés algériens qui ont racheté, ils ont racheté les entreprises publiques, à des prix symboliques. À des prix symboliques, on appelait à l'époque au dinar symbolique, pour diverses raisons. Parce que déjà, dans les bilans de ces entreprises, vous avez un bilan, vous avez des actifs, vous avez des physiques qui existent, mais sur le plan financier, comme les entreprises il y a eu des amortissements qui ont été pratiqués, tous les équipements étaient amortis, ça veut dire que la valeur nette comptable, elle est nulle. Donc le passif de l'entreprise, plus les dettes fiscales, parafiscales, les dettes bancaires, les découverts, etc., ce qui fait que les entreprises publiques, on va y arriver, les entreprises publiques avaient à l'époque perdu plus de 2/3 de leur capital social qui est composé de dettes. Ce sont le capital social, plus de 2/3. Alors le droit du commerce disait que toute entreprise qui a moins de 2/3 de leur capital social, donc elles vont être appelées à changer de statut, à être dissoutes, etc. Ça, c'est sur le plan la liquidation juridique. À l'époque, il y avait plus de 1200 entreprises qui ont été évidemment, qui étaient en difficulté, qui ont été cédées. Donc, ils étaient en difficulté. Fermeture. Il y avait des entreprises qui ont été cédées complètement. Il y avait des entreprises où il y a eu participation la majorité étrangère. Il y avait aussi on avait créé des entreprises de salariés. C'est-à-dire qu'on avait même dit aux salariés, parce qu'il y avait les partenaires sociaux, les syndicats, mais vous pouvez acheter ces entreprises. Jusqu'à maintenant, il y avait pas mal d'entreprises qui ont été rachetées par le personnel de ces entreprises, mais à ma connaissance, il n'y a plus d'entreprises qui sont. Ces entreprises qui ont été rachetées par le personnel, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont cédé les parts sociales à des privés algériens qui avaient de l'argent. Ils vendaient leurs parts sociales. C'est parce que quand ils ont vendu aux salariés, c'était des parts sociales qui étaient sur le plan financier, n'étaient pas très importantes. Alors, quand il y a un privé qui a de l'argent qui vient, un exemple, une part sociale une action qui se vend qui a une valeur de 1000 dinars, le repreneur, il proposait 5000 dinars, 10 000 dinars, 4 fois, 5 fois plus. Donc le salarié il se dit que c'est une opportunité, il vend ses parts. Alors les privés qui avaient de l'argent, donc ils ont racheté ces entreprises. Alors à l'époque, dans les cahiers de charges, c'était en quelle année? À l'époque, c'était les années 90, 14, 15, 16. C'était l'époque de privatisation des entreprises. C'était l'époque de la privatisation. Ces entreprises privatisées, comment elles ont été privatisées? Parce qu'on a fait la filialisation. Donc les grandes entreprises, donc on les a divisées en filiales. Donc les filiales en unités. Et à l'époque, donc la privatisation, c'était pas toute l'entreprise qui est privatisée. Il y a dans certains cas, c'est toute l'entreprise. Je prends par exemple les détergents, les NAD. On a commencé donc, on va dire le partenaire allemand. Il a racheté une entreprise, ensuite une deuxième entreprise, des unités. Il a acheté des unités. Il y a une entreprise qui avait des unités. Première, deuxième, troisième unité. Je pense sur 5 unités, il a tout racheté, juste une seule unité qui continue à fonctionner comme entreprise nationale. La même chose pour les peintures. Les peintures aussi, les peintures, ce sont des entreprises, jusqu'à présent, elles existent, elles ont survécu pour des raisons de marché, pour des raisons aussi de la volonté de l'État de sauvegarder le peu d'entreprises publiques qui étaient
présentes sur le marché à l'époque. Parce que les erreurs là de restructuration, de filialisation, de privatisation, l'État, les gouvernements de l'époque avaient réagi de dire que le peu d'entreprises existantes, nous allons essayer de le maintenir, évidemment en enflouant des sommes d'argent, évidemment. Presque chaque année, l'État a enfoulé de l'argent. C'était, on peut dire, est-ce que c'était bien ou pas bien? Bien dans le sens où c'est pour le maintien de l'emploi, mais sur le plan économique, c'était pas bien, parce que ces entreprises étaient des gouffres de consommation de sommes d'argent astronomiques, et sans qu'il y ait de résultats, sans qu'il y ait de compétitivité ou de reprise de ces entreprises. Alors, ces entreprises-là, pourquoi l'État avait donc décidé de le maintenir? Parce que les années 2000, donc il y avait la manne financière, il y avait le prix du pétrole qui se vendait à 80, 90, 100, 120 dollars, et il y avait de l'argent qui rentrait. Donc l'État pouvait se permettre d'aider, donc pas uniquement le secteur public, il y a aussi même le secteur privé qui l'avait aidé avec les incitations, les investissements, donc tout ça c'est l'argent de l'État à l'époque. Il y avait beaucoup de gaspillage d'argent qui est parti en fumée et il n'y a pas de contrepartie. Malgré tous ces efforts de l'État, c'est-à-dire pour un petit peu apaiser l'environnement économique, l'État, des efforts en matière d'encouragement à l'investissement, la création d'entreprises, les dispositifs de l'État, d'aide de l'État à la création des entreprises, aussi l'accompagnement de l'État pour la mise à niveau de l'entreprise et son développement. Malgré tous ces efforts, le résultat est toujours non satisfaisant. D'après vous, pourquoi? Malheureusement, c'est une question de suivi et de gestion. C'est l'évaluation. On fait des actions, on ne fait pas de bilan pour dire où est-ce qu'on s'est trompé, où est-ce qu'on a failli, etc., pour apporter des corrections. On n'efface pas tout ce qu'on a fait. On a fait des choses, mais l'idéal, c'était de faire des bilans, c'est de dire où est-ce que ça a marché, où est-ce que ça n'a pas marché. Là où ça a marché, on continue sur la voie. Là où ça n'a pas marché, on devait réagir pour donc apporter des correctifs. On revient à l'investissement. L'État, donc, quand elle a vu elle a essayé de reprendre le secteur public, mais aussi donc il y avait la volonté de l'État de se désengager de l'investissement. Donc il y avait en 88 la première loi sur l'orientation de l'investissement. En 93, il y avait le premier code des investissements qui est sorti. Alors dans le code des investissements de l'époque de 1993, il y avait donc un article qui stipulait que l'investissement est ouvert à toute personne physique ou morale, résidente ou non résidente, d'investir en énergie, ils ont les mêmes droits. Et c'est à partir de là qu'il y avait donc l'arrivée des entreprises étrangères qui s'y sont installées pour créer leurs propres affaires, ou bien qui sont venues pour acheter justement des entreprises publiques. Alors, il y avait de l'investissement. Et l'État accordait des avantages fiscaux, parafiscaux. Il y a aussi beaucoup si vous voulez, de gaspillage. On a octroyé de l'argent, des sommes, exonération de droits de douane, exonération de TVA, exonération de taxes foncières. Donc, il y a pas mal d'exonérations. Tout ça, c'est au détriment de la caisse de l'État. C'est le trésor public. Le trésor public a perdu, on ne va pas dire perdu, donc il a octroyé ses avantages, mais le but, c'était, après quelques années, parce que ce sont des avantages, par exemple, en matière d'exploitation, on vous donne, tout dépend de la région, on vous donne des avantages sur 3 ans, des avantages sur 6 ans, il y a des avantages sur 10 ans, 10 années, notamment dans les zones à promouvoir, mais en contrepartie, ces entreprises qui ont obtenu des avantages sur des périodes de 3 ans ou de 6 ans ou de 10 ans, après 3 ans, après 6 ans, 10 ans, ces entreprises, ils ont créé des emplois, ils ont fait des extensions, ils vont commencer à payer des taxes, à payer des impôts pour, évidemment, on va dire, renflouer les caisses de l'État. Mais malheureusement, tout cet argent-là qui est octroyé, ces avantages, peu d'argent est retourné dans les caisses de l'État, et notamment, c'est une période, parce qu'on a parlé de l'époque
où l'État a investi, où c'était le monopole, tout ce qui est circulé au niveau de la sphère économique, c'était de la transparence, ça se faisait dans le cadre formel. Avec l'investissement, la création de l'investissement, il y a du privé, il y a le phénomène de l'informel qui s'est développé malheureusement. Donc, et c'est informel, non seulement... On peut dire qu'il y a le problème qui se pose, donc le problème de contrôle et d'accompagnement de l'État. C'est ça. C'est-à-dire, dès que le prix du baril du pétrole augmente, on vit une aisance financière et économique, parce qu'on peut injecter de l'argent aux entreprises. Bon, dès que le prix diminue, voilà, c'est la crise économique en Algérie. Et on a vu que ça, donc les années en 85-86, c'est on va dire la crise de 73 déjà. Et 73, c'est juste une année, quelques années après le recouvrement, évidemment, la nationalisation du secteur des hydrocarbures. Depuis la nationalisation du secteur des hydrocarbures, c'est l'État c'est Sonatrach, c'est l'investissement dans le pétrole, mais on a au détriment de l'industrie, au détriment de l'agriculture. Et on a vu on a passé des crises des années 80 et on a passé aussi des crises les années 2000. Et la dernière crise, c'est celle de 2014, où on a vu jusqu'à aujourd'hui, les prix du pétrole n'arrivent pas à décoller. Donc à chaque fois, la crise économique revient. Et là, les gouvernements qui ont succédé dans le passé, donc il n'y avait pas de stratégie de diversification de l'économie. Il n'y avait pas, si je reviens à l'industrie industrielle, c'était quoi? C'était la diversification de l'économie. Dans le secteur agricole, dans le secteur des hydrocarbures, il y avait la pétrochimie à l'époque. Il y avait de l'extraction du pétrole, il y avait de l'exportation de pétrole, mais il y avait une partie du pétrole qui est exploitée. Il y avait des raffineries. Mais à l'époque, c'était juste pour suffire donc la demande nationale, mais la demande a augmenté. Les raffineries existantes ou les complexes de pétrochimie existants à l'époque, donc ils étaient un peu vétustes, donc il n'y avait pas d'investissement. Et on peut dire que après tout ce qui est produits dérivés de pétrole, c'est des produits qu'on importe de l'étranger au lieu de les produire au niveau local. Et il y a aussi d'autres secteurs qu'on pouvait développer, notamment l'agro-industrie, puisque nous avons l'agriculture, mais peu d'investissements ont eu lieu, ont été créés, malgré les avantages que l'État a octroyés. Donc il y avait une volonté, on peut dire, il y avait des textes, il y avait l'encouragement à l'investissement, mais il n'y avait pas de bilan, il n'y avait pas de point, de situation qui se fait périodiquement pour dire qu'est-ce qu'on a en contrepartie des avantages qu'on avait donnés. Et l'État donc continuait à subventionner, continuait à aider le secteur public et le secteur privé. Même le secteur privé, il y avait des crédits bonifiés qui ont été accordés à ces entreprises. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on aide l'entreprise au démarrage, on aide l'entreprise en difficulté dans le but de la faire revivre. Et une fois que l'entreprise prend de la relance, et c'est à son tour de payer des impôts, de créer des emplois, de créer de la richesse. C'est comme ça que fonctionnent les économies. Dans tous les pays du monde, quand il y a la crise, l'État agit sur des leviers. Levier, par exemple, le taux d'intérêt. On baisse les taux d'intérêt pour permettre aux investisseurs d'investir. On essaie d'équilibrer le phénomène du taux d'inflation chez nous. C'est quoi? C'est pas le manque de production. Pourquoi il y a de l'inflation? Parce que tout est importé, les matières premières importées, les produits finis importés, les produits semi-finis importés, et ce qui fait que il n'y a pas de production. Pour contenir l'inflation, il faut que, parce que si on dépend tout de l'étranger, évidemment, on peut acheter cher. Si on achète cher, évidemment, la matière première, elle est incorporée dans le prix de revient. Donc, les produits locaux fabriqués deviennent chers et le consommateur n'aura pas le pouvoir d'achat d'acheter. Donc, c'est ce qui fait que, de temps en temps, d'ailleurs, l'État essaie d'intervenir pour augmenter le SMIC, pour augmenter les salaires, etc., pour pouvoir équilibrer entre le pouvoir d'achat des consommateurs, notamment la majeure partie, et les indices de prix sur le marché. On a des entreprises quand même. En Algérie, il y a des entreprises de production.
Monsieur Rafesh, le problème de l'entreprise algérienne, est-ce que c'est le problème d'innovation, c'est-à-dire d'innovation et de compétitivité ou autre chose? Est-ce qu'il y a des solutions pour ça? C'est-à-dire l'entreprise algérienne aussi Le problème de l'entreprise algérienne, à l'époque, il y avait même des entreprises privées qui étaient dans la petite industrie, la PMI, la PME. Ils produisaient, il y avait des entreprises dans les textiles, il y avait des entreprises dans la chaussure, l'agroalimentaire, il y avait des entreprises, etc., qui produisaient des produits, on peut dire, qui sont acceptables sur le marché. Ces entrepreneurs-là, ces entreprises, dès l'ouverture on a ouvert un peu l'ouverture de l'économie de marché, parce qu'on est passé de l'économie administrée à l'économie de marché. Quand on est rentré dans l'économie de marché, donc c'est l'ouverture d'importation, et ce n'est plus le monopole de l'État d'importer, le privé commence à importer. Quand il y a l'importation, ça vient de partout, ça vient d'Europe, ça vient d'Asie, ça vient de... Et ces produits-là, quand ils sont rentrés sur le marché local, ils ont évidemment envahi le marché. Et cet envahissement de marché... Même le consommateur préfère acheter des produits importés. On revient au consommateur. Pourquoi il préférait? Parce que il y avait des mentalités, on va dire la culture de l'entreprise publique de l'époque, qui avait le monopole, il n'essayait pas d'améliorer la qualité, d'innover. D'ailleurs, vous l'avez dit, Eddi ou la Khalli. C'est tout ce qu'on Donc, et quand le produit étranger il vient, et donc il est rentré chez nous, il coûtait plus cher que le produit local. L'Algérien, le consommateur, préfère acheter les produits d'importation que le produit d'importation qui est plus cher que le produit local. Plus cher. Parfois. Et pourquoi? C'était un peu aussi, il faut dire ce qu'il y en est, c'était une culture, c'était un peu pour sanctionner le produit local. Les entreprises privées ou la publique de l'époque qui imposaient des produits à des consommateurs algériens. L'Algérien, il s'est dit que, à l'époque, vous nous imposez, maintenant qu'il y a le produit étranger, qu'est-ce qu'ils faisaient? Donc, ils ont recours à l'achat d'étrangers pour plusieurs raisons. La première raison, c'était un peu pour sanctionner l'entreprise locale, que ce soit publique ou privée. La deuxième raison, c'est un peu, c'est inexplicable. C'est de dire que j'achète au Ktalé, donc c'est de l'étranger, alors que pour lui, tout ce qui vient de l'étranger, il est meilleur que celui qui est fabriqué local. Alors que c'était faux. Il y avait bien des produits... C'était faux, donc maintenant c'est juste... Alors, à l'époque, oui, il y avait des produits locaux qui étaient de très bonne qualité, comparativement aux produits d'importation, et l'Algérien donc préfère acheter le produit d'importation que le produit local. Et c'est malheureux, mais d'ailleurs, après quelques années, il y avait les gouvernements successifs de l'époque ont essayé de mener des campagnes de sensibilisation. On le connaît tous. C'était Mentouj Watani, Mentouj Bladi. Ou les noms Mentouj Bladi. Ça veut dire que pendant des années, l'Algérien n'a pas besoin d'être sensibilisé pour acheter Mentouj Bladi. Parce que il n'avait pas le choix. Mais l'idéal, si on avait inculqué une culture de consommation, c'est un peu la faute aux entreprises, aux managers d'entreprises publiques ou privées, parce qu'ils n'ont pas essayé de s'intéresser aux attentes, aux besoins du client. S'il y a un défaut, vous ne le changez pas, parfois c'est cher, vous allez faire une commande, vous allez attendre parfois des mois pour avoir votre bien. Donc tout ça, ce sont des pratiques anticommerciales. Le client, il est roi. Le client est roi alors qu'il n'était pas. Et avec plusieurs années, donc l'entreprise publique et privée ont trouvé des difficultés parce que n'ont pas le choix. Donc il y a le produit étranger qui est présent. L'Algérien a tendance à acheter le produit d'importation que le produit local. C'est ce qui a fait la sanction de l'entreprise publique. Il n'arrive pas à vendre. Il y avait des machines, il y avait des personnes, il y avait des compétences. On produisait, mais on n'arrive pas à écouler parfois ces marchandises. On se retrouve avec des stocks morts. Et les stocks morts, c'est de l'argent. C'est ce qui fait l'entreprise à emprunter avec des couverts. Et découvert sur découvert, il y a des charges financières qui augmentent. Ils n'arrivent pas à vendre ces produits. C'est ce qui fait que les entreprises ont des bilans qui ont été complètement déstructurés. Et s'il est déstructuré, c'est des entreprises qui se retrouvent en difficulté financière, ne serait-ce pour payer
les salaires, ou bien pour réparer des machines, etc. Et l'entreprise publique, l'État intervient pour si vous voulez, soutenir ces entreprises. Elle a essayé de soutenir tant bien que mal, mais ce n'était pas une solution. Je soutiens, c'est vrai que les entreprises publiques, c'est la propriété de l'État. C'est comme un privé, il a son entreprise. S'il est en difficulté, il va se débrouiller pour ramener l'argent. L'État aussi, ce sont ses entreprises, il va se débrouiller de ramener cet argent. Mais je pense, si on revient donc au début, avec des années, et ces dernières années, notamment depuis l'élection du nouveau président de la République, avec un nouveau gouvernement, avec si vous voulez, une autre vision de voir donc le secteur économique. Même avec l'arrivée du nouveau gouvernement, et l'Algérie vit actuellement une crise due à l'impact crise sanitaire. Coronavirus. Oui, ça c'est en plus. Donc l'impact a causé des dégâts colossaux pour les entreprises, et a touché plusieurs secteurs. D'après vous, quelle est la solution pour faire face, surtout que le gouvernement a promis... Il a promis, c'est un contexte très difficile. Voilà. On rappelle la crise qu'on vit actuellement, elle ne date pas d'aujourd'hui, elle ne date pas que depuis le mois de mars. Donc on peut dire qu'on vit une double crise. La crise sanitaire et la crise économique. La crise économique a démarré déjà tout ce qu'on vient de dire depuis tout à l'heure. Comment fonctionner l'entreprise publique, comment fonctionner l'entreprise privée. La chute du prix du pétrole. À chaque fois qu'il y a chute du pétrole, donc on se retrouve dans des crises, etc. Et la dernière chute, c'est la chute de 2014. 2014 à ce jour, ça fait 6 ans. En 6 ans, on n'a pas diversifié l'économie. Et quoique, à l'époque, il y avait une volonté, même le gouvernement, donc il y a 2-3 années, donc il y avait même, on parlait de nouveau modèle économique de croissance. En 2016, ça veut dire après 2 ans, ce nouveau 2 ans, donc 2016, mais 2016 à 2020, donc 4 ans, 3 ans et demi, 4 ans, donc le nouveau modèle économique de croissance on n'a pas vu sur le terrain. La diversification économique, on a vu, si vous voulez, il y a eu des débats, des séminaires, il y a eu des assises qui ont été, les assises sur l'industrie, les assises sur l'agriculture, les assises sur le tourisme, les assises. Oui. Donc il y a toutes les assises, c'était pour, soi-disant, trouver des solutions, faire des diagnostics, faire participer des opérateurs, des experts. Il y a eu des réunions de tripartite, donc à l'époque, plusieurs réunions, pour trouver déjà de 2014 on va dire à 2019, il y a eu plusieurs tripartites pour trouver des solutions, mais malheureusement, jusqu'à quelques mois, on est toujours au stade de patinage, donc on ne voit pas réellement, si on voit la balance commerciale, les entrées d'argent, en devise, c'est toujours les hydrocarbures. L'exportation en hydrocarbures, il n'y a pas depuis des années, on ne dépasse pas 2 millions de dollars. Et dans les 2 millions de dollars d'exportation en hydrocarbures, une bonne partie de ces exportations, ce sont des dérivés de pétrole. Donc on peut dire qu'en produits manufacturés, en produits agricoles, il n'y a pas, si vous voulez, une représentation importante dans la structure des recettes en devises. Et vous avez, en matière d'importation, on continue à importer des matières premières, on importe de la piste de rechange, on importe des équipements, on importe des produits alimentaires, on importe du blé, on importe du lait, on importe des médicaments. Donc tout ça, c'est des produits qui sont subventionnés par l'État et ça coûte des sommes importantes pour le trésor public. Et c'est ce qui y a mené, donc évidemment, le constat, il est là depuis des années. Et là, on rajoute maintenant le problème de la crise sanitaire. Oui. C'est-à-dire la crise a touché quand même des secteurs importants, tels que le tourisme et le transport.
Donc, justement, juste pour rappel, depuis 12 décembre et 4 janvier, donc l'installation du gouvernement, donc il y avait un plan en janvier, hein, il y avait un plan d'action. Un plan d'action qui était tracé à l'époque. C'était juste donc 4 janvier, février, mars. Donc 4 janvier, donc on a mis en place un plan d'action. Hop, mois de mars, 12 mars, 15 mars, donc il y a un confinement, etc. Et le plan d'action qui a été initié le 4 janvier, il n'a plus sa raison d'être, c'est ce qui a poussé le gouvernement donc, à mettre en place un autre nouveau plan d'action. C'est le plus récent là, qui est celui qu'on appelle le plan de relance économique et sociale. Parce qu'il y a le côté économique, il y a aussi le côté social. Et la venue de cette crise sanitaire, c'est vrai que là, déjà on était en crise depuis 2014, les entreprises arrivent difficilement à se maintenir. On arrive là, surtout pour la crise sanitaire, M. Rafesh. Donc aussi, le gouvernement a promis des mesures de soutien et enfin oui, bien sûr. aux entreprises. Plusieurs mesures d'ailleurs qui ont été... des mesures financières et fiscales. Oui. Mais les opérateurs économiques apparemment ne sont pas vraiment satisfaits parce que je crois qu'il y a des mesures fiscales, fiscales et parafiscales, mais autre chose, il n'y a pas. D'après vous... Alors, parce que la crise sanitaire, depuis le mois de mars, on ne savait pas quand est-ce que la crise va... Jusqu'à maintenant, elle continue. Donc, il y a le confinement jusqu'à maintenant. Oui. Donc, on s'est dit, c'est une crise, c'est une crise mondiale, c'est une pandémie mondiale. On s'est dit, ça prend 2 mois, 3 mois, même les scientifiques, mais là, ça a pris l'ampleur. Donc, le gouvernement il est conscient de la situation que vivent les entreprises, a pris des mesures. Les premières mesures, c'était un peu pour décaler les déclarations, donc pour payer C'était les premières mesures pour... évidemment, repousser le paiement de ces dettes fiscales, même les paiements des emprunts au niveau des banques, etc., fiscales et parafiscales. Il y a aussi le réchelonnement des dettes. Donc tout ça, ce sont des mesures pour alléger un peu le fardeau des entreprises parce qu'elles sont restées, ils ont supporté quand même de payer les salaires. Certaines entreprises continuent à travailler. Mais certaines entreprises ont fermé. Certaines entreprises ont fermé carrément parce qu'ils ne peuvent pas. Déjà, il y a plusieurs raisons. Un, c'est le confinement. 2, les frontières sont fermées, donc il n'y a pas d'importation de matières premières, de prise de rechange. Donc il y a plusieurs causes qui ont fait que ces entreprises sont fermées et certaines sont fermées jusqu'à aujourd'hui. Et l'État, le gouvernement, a pris deux nouvelles mesures, notamment pour protéger ces entreprises. Fermeture, parce que fermer une entreprise, ça a des incidences sociales, notamment perte d'emploi, c'est l'augmentation du taux de chômage, c'est le PIB qui va être réduit, donc il n'y a pas de production, il n'y a pas de richesse. Et donc l'inconvénient, aujourd'hui, face à ces inconvénients, face à ces contraintes, le gouvernement a pris des mesures, évidemment, pour aider ces entreprises. Il y a des mesures fiscales et parafiscales, même des mesures financières. Mesures financières, aujourd'hui, c'est d'accorder aux entreprises, il y a des taux d'intérêt qui ont été réduits. Donc ça, c'est sur le plan emprunt, les entreprises qui souhaitent emprunter. Mais même avec ce taux qui sont réduits, les entreprises ne seront pas en mesure de faire face. Donc là, l'État a essayé de mettre en place donc des dispositifs de soutien aux entreprises, notamment en matière comment ils vont faire le réchelonnement des impôts. Donc les entreprises n'ont pas à payer d'impôts ou si vous voulez, de dettes parafiscales. Au moins, sur une période, si la pandémie continue, l'État doit agir aussi pour voir comment soutenir ces entreprises. C'est vrai que la priorité, c'est la protection de la santé des personnes, parce que c'est une pandémie qui est quand même très délicate, elle est difficile à cerner. Donc les professionnels en la matière de santé à qui nous rendons hommage, parce que c'est eux qui sont au front pour si vous voulez, protéger, pour évidemment sauver des vies. Mais c'est vrai que sauver des vies, mais aussi il faut sauver l'économie.
l'État doit penser, bon, je pense qu'il y a si vous voulez, la conférence nationale qui venait d'être organisée au mois le mois passé, 18-19. Oui, donc... où le président de la République a parlé d'un plan de relance économique. Plan de relance économique. Et ce plan de relance économique, c'est étudier tous les secteurs. Donc, il y a des partenaires sociaux qui sont présents, donc les syndicats d'entreprise. Il y a aussi les opérateurs qui sont présents, les experts, le gouvernement, pour trouver des solutions. Et il y a un suivi, donc il doit y avoir une commission. Oui, est-ce qu'elle est opérationnelle? Oui. Il a promis de la création d'une commission, justement, de sauvegarde. Oui, bien sûr. Cette commission, je pense qu'elle est installée, ou bien elle est sur le plan parce qu'il faut la cadrer, il faut définir ses missions, il faut définir... Donc ça prend du temps, alors que normalement elle sera opérationnelle pour un temps limité, c'est-à-dire pendant la pandémie. C'est une commission juste pour faire face à une conjoncture. Voilà. Cette commission, le temps, parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut? Il faut continuer à protéger ces entreprises, évidemment, sur le plan fiscal, financier, etc. Il faut aussi accompagner ces entreprises. Comment la relance, c'est le post-Covid, parce qu'aujourd'hui, les entreprises doivent se préparer. Certainement, donc cette crise sanitaire, on voit qu'il y a une dégradation si vous voulez, de l'intensité de ce virus. Espérons que dans les prochains mois, donc, il va être réduit. Mais il y a un déconfinement qui est progressif. Quand il y aura un déconfinement total, les entreprises doivent être prêtes si vous voulez, à redémarrer. Monsieur Khafech, justement, comme dernière question, quelles sont vos perspectives pour la relance économique, surtout que le Premier ministre a promis un réel redressement de l'économie. D'après vous, quelles sont les perspectives de ce redressement, surtout? Pour qu'il y ait réellement redressement, il faut que les managers d'entreprise, ça concerne déjà les entreprises, il faut qu'ils mettent en place des dispositifs, il faut qu'ils mettent en place des systèmes d'organisation adaptés à la crise, parce qu'il y a ce qu'on appelle, nous sommes en période de crise. C'est une crise sanitaire, mais nous sommes en crise économique. Dans cette crise économique, les managers doivent mettre en place des dispositifs de gestion de crise. Bon, c'est comme ça que ça se passe dans le monde. Donc, si nous n'avons pas cette culture, il faut se l'approprier. Et l'État, le gouvernement, les pouvoirs publics doivent accompagner en permanence les entreprises, doivent être à l'écoute. Et de temps en temps, il faut créer... il y a des espaces d'échange. C'est vrai qu'il y a la conférence nationale, elle a regroupé pas mal de monde, mais au niveau local, au niveau régional, il peut y avoir des actions qui vont être initiées entre la présence des locaux, donc les maires, la présence des walis, parce qu'ils sont impliqués, parce que dans chaque région, l'investissement, la relance économique, parce que chaque région, ça veut dire qu'il y a une politique nationale, un plan de relance qui est global, national, mais ce plan, il faut qu'il soit adapté localité par localité. Donc, il faut qu'on s'intéresse aussi à comment on va cadrer le développement local, parce que c'est avec le développement local qu'on peut, si vous voulez, sauver l'économie nationale. Le secteur du tourisme, M. Khafech, est toujours le maillon faible de l'économie algérienne. C'est-à-dire en Algérie, on ne donne pas importance. Avec déjà auparavant, donc on ne donne pas importance à ce secteur. Maintenant, avec la crise de la pandémie du du coronavirus. Donc, est-ce qu'il y a une solution pour ce secteur? Ce secteur, on sait que nous savons que nous avons des potentialités. Et ces potentialités, nous avons du tourisme de montagne, nous avons du tourisme balnéaire, nous avons du tourisme du désert, du Sahara. Donc tous ces produits touristiques peuvent être valorisés avec la volonté politique des pouvoirs publics et les acteurs du tourisme, parce que nous avons des acteurs du tourisme qui sont peut-être marginalisés. C'est le moment qu'ils réapparaissent sur le terrain, ne serait-ce pour former des générations, soit par le biais des écoles de formation dans le secteur du tourisme, soit avec l'accompagnement du coaching
par les professionnels qui ont une expérience dans ce domaine. Et est-ce qu'il est, il est inclus dans, Oui, dans le oui, plan bien de sûr. relance du C'est président de la République? c'est un secteur comme tous les autres secteurs. Nous avons le secteur de l'agriculture, nous avons le secteur de l'industrie et nous avons aussi le secteur du tourisme et nous avons aussi le secteur des services qu'on ne doit pas oublier, notamment le secteur du numérique que nous devons développer parce que le numérique il va accompagner tous ces secteurs, soit le secteur du tourisme. La numérisation aujourd'hui va réduire les obstacles de la bureaucratie et va aussi se mettre à niveau par rapport si vous voulez, à la chaîne de valeur mondiale, que ce soit pour les produits, que ce soit pour les services. Nous devons être au diapason de ce qui se passe dans le monde. On ne peut pas vivre tout seul, comme ça, marginalisé. On peut espérer un redressement dans le secteur du tourisme et l'économie nationale? Oui, personnellement, je suis optimiste que nous pouvons relever des défis. Les Algériens sont, comment dirais-je, ce qu'on appelle NIF. Donc nous avons ce défi que nous allons relever et avec les compétences nationales. Nous devons faire confiance à l'Algérien dans son poste de travail, du simple, on va dire, métier jusqu'au métier le plus complexe. Nous avons des potentialités, des jeunes et nous devons cette relance, pas uniquement pour passer la pandémie, ça va être une relance et un début pour les générations futures pour construire une économie solide et compétitive au niveau national et international. Vous êtes optimiste au nouveau plan de Oui, relance économique? personnellement, je suis optimiste au plan de relance économique parce qu'il y a déjà une volonté des pouvoirs publics et nous avons l'implication des acteurs économiques. Et avec ça, il y a les pouvoirs publics d'un côté, il y a les acteurs économiques, il y a aussi le simple citoyen qui doit contribuer parce que c'est les trois vecteurs qui peuvent donc développer l'économie. Si l'économie va se développer, le côté social aussi va se développer. Booster le côté social aussi. Merci beaucoup. Merci pour ce débat, M. Fesh. Je vous en prie et je vous remercie de votre attention. Espérons nous retrouver pour d'autres sujets prochains épisodes, Inch'Allah. Inch'Allah. Merci beaucoup et merci de nous avoir suivis et à très bientôt, Inch'Allah.